Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que vous êtes en bonne santé et on espère vraiment que vous êtes en bonne santé, que vous allez garder malgré tout le moral avec la longue période de crise sanitaire. Ce n'est pas simple, c'est vrai, mais tenez le coup et surtout respectez les gestes barrières. On a encore pour quelques mois, mais au moins au bout, il y aura la lumière du jour. C'est très important. On va essayer de parler d'éducation. On va voir un petit peu avec une professeure et une de ses élèves. On va voir un petit peu comment on prépare les jeunes à ce qui va justement à prendre soin des autres. C'est dans Causement Réunionnais. Marie-Pierre Payette, professeure de... En sciences et techniques médico-sociales, en lycée professionnel. Et à la demoiselle qui est là, Alexandra Villapin, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est quoi la première SVP? SPVE. Ça veut dire? Service Proximité Vie Locale. D'accord. Et ça englobe quoi, cette dénomination? Alors, service de proximité vie locale, ça va être un baccalauréat professionnel social qui est surtout basé sur la démarche de projet. Comment aider les personnes à mettre des projets en place pour créer du lien social dans les quartiers, dans les institutions. Et Alexandra, comment on choisit de dire je vais aller dans cette filière-là? Ça dépend si on aime le social ou pas. Et si on aime, on sait que c'est l'un des... c'est... Dans quel quartier tu habites? La Chapelle. C'est À Saint-Louis. à Saint-Louis? Oui. Et c'est un quartier comment? C'est plutôt moyen. Moyen, ça veut dire quoi? C'est bien, on se sent bien, on est tous copains, on se respecte, on se fréquente, ou parfois il y a quand même quelques petits inconvénients? Il y a des inconvénients, mais il y a des positifs aussi. D'accord. C'est là que tu es né, que tu as grandi? Oui. D'accord. Et comment tu ferais évoluer ce quartier si demain tu pouvais? Déjà faire une animation, parce que dans mon quartier, il n'y a jamais d'animation. Et Qu'est-ce qui manque comme animation? Un grand concert. Ouais. C'est un grand concert une fois, mais après, il faut apprendre aux jeunes la musique, il faut leur apprendre à faire du tressage de feuilles de coco, tressage de vacois, il faut leur apprendre la cuisine comme du temps de nos grands-pères ou de nos grands-mères des années 50, 60. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ensuite, après le concert, je dirais qu'on pourrait faire des activités du genre, les personnes d'avant, ils pouvaient nous montrer comment faire des paniers en tissu ou en tressage. D'accord. Et tout. Ça serait trop bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de mettre ce projet en place? On ne sait pas si c'est payant et tout. Ah, on ne sait pas comment faire. Voilà. D'accord. Justement, la filière choisir, c'est comment animer un quartier, comment animer le quartier. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes, à vos élèves? Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre dans cette filière? Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre dans la filière? Alors, donc dans la démarche de projet, ça va être très large. Après, ça peut être des activités éducatives, des activités récréatives, des activités informatives liées au patrimoine local. Donc, ils ont une grosse partie sur le patrimoine local. Connaître le patrimoine local de la Réunion pour pouvoir ensuite le transmettre aux jeunes, par exemple. Alors, Marie-Pierre Payette est professeure à La Réunion, donc elle est... Oui. Payette, ça veut dire donc... un peu La Réunion. De souche réunionnaise. Oui, complètement. Qu'est-ce que nous, à notre génération, qu'est-ce qu'on nous a appris de notre patrimoine? C'est ça aussi, quelque part, il faut être quand même honnête de se dire qu'on ne nous a pas appris beaucoup de choses de notre patrimoine. On a été soumis, je ne critique pas, mais c'était un choix à ce moment-là, à une éducation nationale
et on n'a pas appris à connaître notre patrimoine. Je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, quand j'ai 46 ans, donc quand j'étais petite, mes parents ne voulaient pas que je parle créole. Parce que on s'était montré qu'on avait un certain niveau, mine de rien, de savoir bien parler français. Et comme j'étais partie jusqu'à mes 4 ans en Nouvelle-Calédonie, donc je parlais très bien français. Donc c'était un peu bizarre à l'école, je me dis, oh, bah, bizarre, elle parle bien français. Et quand j'ai voulu parler créole, parce que on est avec les amis, etc., ça a été un peu mal vu. Et après, quand j'ai fait mes études d'infirmière, j'étais contente parce que j'étais obligée, entre guillemets, de parler créole. Et là, ça m'a libérée. Mais c'est vrai qu'à la maison, on voulait que je parle. Donc c'est vrai que ça limite la langue créole là-dessus. Et ça, c'est notre langage, notre parler. D'accord ? C'est pas simple. Mais ne serait-ce que de connaître notre histoire, de savoir, par exemple, que le peuplement a commencé en 1064 avec Louis Payen, avec des femmes malgaches, avec des femmes indo-portugaises. On a été obligés d'aller chercher notre histoire. Quand on parle du patrimoine à transmettre à cette génération-là, qu'est-ce que vous transmettrez comme élément de notre patrimoine ? Alors on essaie beaucoup, moi, dans mes cours, j'essaie de les mettre en action. Donc, c'est plus les mettre en action et ensuite on fait le cours. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant les vacances, ils ont travaillé sur la journée de la femme, les droits de la femme, pardon, pour le 8 mars. Et là-dessus, ils ont dû poser des questions, s'interroger quelles étaient les dates importantes des droits des femmes, prendre la petite téléphone, aller faire des petits reportages, faire un petit montage. Et puis, ça leur a permis de connaître, remonter jusqu'à l'esclavage. Et quelles étaient les femmes importantes Donc à chaque fois, j'essaie de les faire aller chercher l'information, revenir, et on replace, et voilà. Donc ils mettent en place, et ils font en vrai, là, ils étaient la mairie de Saint-Louis à présenter sur un thème. Et à chaque fois, comme ça, au lieu de faire le cours, entre guillemets, petit 1, petit 2, petit 3, ils créent une vraie action, par exemple avec le Centre communal d'action sociale. Ils ont fait une action avec les personnes sans domicile fixe. Ça a permis de revenir après, qu'est-ce que le centre communal, et voilà. Mais on essaie à chaque fois, de les mettre en action, dans le vrai, et après on fait le cours. Voilà. Alexandra, à Saint-Louis, quel est le patrimoine le plus de la Réunion qui paraît le plus important pour toi ? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que l'usine, c'est un élément du patrimoine ? Est-ce que l'usine est importante dans notre histoire de la Réunion ? Oui, je dirais oui. Parce qu'il y a l'usine de la canne à sucre qui fait partie d'une grande histoire de la Réunion. Parce que c'est quand même nos ancêtres qui ont créé. Alors, justement, quand on parle d'esclavage, quand on parle de 1848, quand on parle des engagés, tout tourne autour de la canne à sucre. Est-ce que ça fait que on se dit, nos racines sont là. Les esclaves sont venus travailler la canne, les engagés, juste après l'abolition de l'esclavage, sont également venus. Qu'est-ce que Alexandra Vie-Rapin a envie d'apprendre sur ses ancêtres ? Ils viennent d'où, les ancêtres d'Alexandra Vie-Rapin ? D'Afrique, de l'Inde, d'Asie ? Ils viennent d'où ? Moi, mes ancêtres, ils sortent d'Afrique et de l'Inde. Et je crois aussi de la France. D'accord. Enfin, globalement, pour être honnête, c'est un petit peu le socle du peuplement. Les métropolitains, les malgaches et les indo-portugais. Enfin, les femmes qui étaient dans les comptoirs portugais. Donc, c'est la base du peuplement de la Réunion. Mais aujourd'hui, quand on parle de réunionnais, on parle de patrimoine, on parle de transmission, quels sont les obstacles que les professeurs doivent passer ? Alors, les obstacles. Alors, moi, par rapport à ce que j'ai vu, je me rendais compte, je pensais que les élèves avaient plus de culture là-dessus. Et du coup, j'ai dû un peu réajuster. Donc, on va dire l'obstacle est peut-être le professeur, parce qu'il pense certaines choses. Ce qu'on avait fait justement par rapport à la canne à sucre, on avait invité, les élèves avaient mis en place une action qui était d'inviter, découvrir le bœuf moka. Donc un charretier est venu, il a raconté son histoire, ils ont fait un tour dans la charrette. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait aussi une autre partie, c'était le Malouya.
et puis dégustation de gâteau longtemps. Alors moi je parlais cambar là, puis on me regardait comme ça, je dis, quand même, allez, pour la nourriture, ça vous connaissez. Et non, je dis, pas parfait. Mais je pensais que c'était voilà, une façon d'en reparler. Mais même les gâteaux qu'on trouve dans les petits, enfin, partout, pour moi. Dans les grandes surfaces également. Voilà, et finalement, ils ont fait tout un diaporama sur d'où venait la racine, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a des élèves qui ont fait plusieurs... du coup, ça a créé une autre action, les élèves Ampli, où ils ont créé des gâteaux chez eux. Et ils ont emmené leurs gâteaux. Et là, c'était très mixé parce qu'il y avait beaucoup d'Indiens. Et moi, j'ai découvert. Ils m'ont fait découvrir plein de choses. Donc, c'est vraiment une adaptation. Et c'est aussi un paradoxe, c'est de voir que la transmission familiale, elle n'est pas si vraie que ça aujourd'hui. Pour notre génération, parce que bon, j'ai 55 ans, pour notre génération, il y avait cette transmission-là. On regardait comment on faisait un gâteau patate dans la marmite, avec un bout de tôle dessus, avec du charbon dessus. Donc on a appris gâteau patate, galette manioc, on va dire songe, cuit au sucre. Il n'y avait même pas de transmission, il fallait manger quelque chose, et c'est ce qu'il y avait. Mais aujourd'hui, la transmission ne se fait plus. Et qu'est-ce que tu aimerais connaître de ce que tes ancêtres ont mangé ? C'est-à-dire Je sais pas, avant, dans la famille, on tue un cochon en famille. Ouais, on a connu... C'était toute une épopée d'ailleurs, tout le monde là, tous les voisins, tout le monde était là, c'était... ça vous choque, hein? Non, c'était dans la cour. Tu as eu l'occasion de voir que la famille tuer un cochon pour la... Non ? Pas du tout ? Non. D'accord. Et quoi, en famille, quels sont les plats que maman et papa préparent et que vous y aiment ? Moi, c'est plutôt... Après, je ne connais pas si c'est plutôt français ou pas, mais genre... Enfin, créole. Mais c'est plutôt sauté-mine, ricottoni, des trucs comme ça. D'accord. Donc, c'est des plats... qu'on a adapté, un mélange culturel, finalement. Et de l'histoire de la Réunion, est-ce qu'il y a un plat que, dans le temps longtemps, où l'on a eu l'occasion de voir manger un peu de sauce au maïs avec un rougail tomate, par exemple, un morceau de la morue? Non. Vous avez déjà mangé ce sauce au maïs? Oui. Oui. Et est-ce que, et là aussi, puisque on parle avant, le lamsim, avec le maïs, on le réduit presque en poudre. Ça permettait de faire de vrais plats pour les enfants, parce que quand il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de lait en poudre, et il n'y avait rien, on donnait aux enfants la poudre manioc qu'on réduisait, la manioc qu'on réduisait en poudre, qu'on mettait un petit peu d'eau, on réduisait en pâte, on donnait aux enfants. Donc ça, je disais que notre histoire, il y a un décalage qui s'est fait en peu de temps, ouais. De quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, moderne, fast-food, etc., qui est arrivé plus rapidement. Et on a l'impression qu'on regarde, on dit, si, il y a, en plus, ça se vend, comme on dit, dans les grandes surfaces, etc. Mais finalement, comme il n'y a pas l'explication, on passe devant sans les napolitains, les chemins de fer. Est-ce que vous avez déjà vu un monsieur ou une dame faire du jus de canne, vendre ça sur la route? Oui. Ça, c'est oui. Oui. Et vous l'a goûté? Oui. Comment c'est? Super bon. Super bon. Surtout quand c'est glacé. Oui. Et c'est vrai que ces petites choses, ces choses qu'on faisait avant, bon, ça commence à revenir un petit peu. On commence à les revoir. Même le café, on voit qu'on essaye de retrouver un petit peu. Et on essaye de voir aussi, actuellement, il y a une culture qu'on essaye de remettre au goût du jour, c'est le riz. Vous avez eu l'occasion de voir? Oui, la culture du riz à Saint-Paul. Oui, planter du riz à La Réunion. Si. Il y a aussi un peu, il y a certains qui font du café, et le café à La Réunion, ça s'appelle le café Bourbon Pointu. Le Bourbon Pointu. Donc, c'est des choses, et justement, pourquoi j'ai dû dire ça, parce que ma question, je l'avais déjà préparée, comment, à travers l'apprentissage, s'ils veulent faire de l'animation,
il faut qu'ils arrivent à se réapprendre, à se réapproprier leur histoire. Parce que s'ils veulent mettre en place de l'animation, bah quand même qu'ils connaissent leur histoire. Alors là, c'est le rôle du professeur d'aller chercher, de créer justement des actions. Là, en période de Covid, du coup, on fait plus venir les gens à l'intérieur. Donc là, même pour le Maloya, etc., le bœuf moka, on a fait venir les gens. Et après, faire des sorties où ils apprennent justement avec des médiateurs ou avec des historiens. Et ensuite, à eux, c'est leur travail après, c'est leur métier, d'utiliser ces connaissances pour pouvoir transmettre. Là, ils auront une action à mettre, par exemple, dans une école primaire, donc sur le patrimoine local. Vous avez eu l'occasion de visiter le musée de Saint-Louis? Pas encore? Non, parce que c'est un peu compliqué pour l'instant avec le Covid. Oui, avec le Covid, exactement. Ouais. Et ça change au fur et à mesure, donc organiser quelque chose sur le temps. Et justement, pas trop loin de ce musée, il y a une grande maison. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Et il y avait l'endroit où on faisait sécher le café. Le Madois, vous parlez? Ouais, le Madois, exactement, le Madois. Et super maison. Et là, encore aussi, j'ai oublié le nom de cet endroit pour le séchage du café de l'époque. Sachant qu'en face, il y a aussi une plantation de café. Donc vous avez vraiment des éléments pour connaître l'histoire de la Réunion. Et quand on parle d'animation, les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de vivre comment? D'apprendre des jeux vidéo, des jeux actuels, ou essayer de connaître un petit peu les jeux de papa, de maman, quand ils avaient votre âge? Les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils préfèrent tous les réseaux sociaux, les jeux sur PlayStation, des trucs comme ça. Plus vraiment des jeux longtemps, parce que maintenant on est habitué à être dans une vie modèle et pas comme avant, dans le temps d'avant. Du coup, la tradition se perd. On est plus sur son smartphone? Oui. Sachant qu'ils ont fait aussi des actions avec la course Goni, ils ont testé les jeux la moque pour justement forcer un peu et remettre au goût. Le Kosgoni, je la moque, Toupie. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme concours avec la roue, là. Ah oui, course, les deux bois avec la roue, course la roue. Les concours la farine, concours Cadoc aussi. C'est bizarre quand à Outage on découvre à quoi nous on jouait. Non, après moi je jouais ça quand j'étais petit avec mon papy. Ah d'accord. Du coup, pour moi non, mais certaines personnes qui n'ont jamais découvert, oui, certainement. C'est un petit peu un voyage dans le temps, cet apprentissage-là d'apprendre justement. Si on dit que si on veut mettre l'animation, il faut aussi connaître à quoi jouer nos parents, nos grands-parents, et essayer, parce que sinon, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que vous allez proposer qu'est-ce que vous pouvez proposer aux jeunes dans les quartiers? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, apprendre à faire un jardin collectif, par exemple, un jardin familial, autour de l'immeuble où vous vivez, faire un jardin où tout le monde vient, plante, nettoie. C'est quelque chose que on peut envisager ou pas? Oui. Si on me donne la possibilité, oui. Mais est-ce que les jeunes de votre quartier ont envie de gratter, planter, faire de la salade, des breads? On n'y pense pas. Non? Non. Vous allez faire quoi? Moi, je pense plus à des activités genre menuiserie ou des trucs comme ça, genre maçonnerie ou des trucs comme ça. D'accord. Là, l'équipe éducative qui accompagne ces jeunes doit vraiment les amener à regarder leur passé, à aussi regarder ce qu'il y avait avant, pour qu'ils aient, je veux dire, un socle pour avancer, parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est bien, hein, il n'y a pas de critique, hein, attention. Hein. Avant, c'était pas mieux, aujourd'hui, c'est pas moins bien. Mais
j'allais dire, travailler sur leur intelligence, travailler sur leur intuition, travailler sur cette façon d'innover, de créer. C'est là aussi que vous allez devoir intervenir. Tout à fait. Alors, pour les obliger à être eux-mêmes et pas à fausser avec ce que moi j'aime, ce qui est pour moi le plus important, je leur ai proposé de créer une association. Donc, ils ont créé une association d'élèves, donc mineurs, de l'économie sociale et solidaire. Donc, ils ont depuis quelques mois. Et c'est eux qui décident quoi faire, parce que c'est eux qui sont membres du bureau. Et ils ont décidé de créer une association qui s'appelle Ensemble sauve notre environnement. Donc Ensemble sauve notre environnement. Et là-dedans, il y a par exemple beaucoup d'embellissements des quartiers. Donc ils ont déjà mis, et Alexandra y participe, à la création de jardinières en bois de palette qu'ils ont, n'est-ce pas? Vous pouvez vous raconter comment vous avez déboîté, construit pour embellir les quartiers de Saint-Louis et créer aussi des coins lecture pour les enfants. Donc ça fait partie d'un projet dans lequel vous êtes actuellement, n'est-ce pas? Oui. Ça va être ma dernière question. Est-ce qu'on leur apprend à... La question est... Et je connais déjà la réponse, mais je pose la question. Est-ce que vous leur apprenez à communiquer, justement, à échanger, à aller vers les autres? Alors, les premiers c'est un gros mois, travail, oui. je pense. Les premiers mois, c'est vraiment, on est resté 3 mois pour vraiment communiquer. Parce que avant de communiquer, on a beaucoup travaillé sur qui vous êtes, connaître leurs différentes intelligences. Parce que souvent, quand ils arrivent au lycée, malheureusement, ils ont l'impression que l'éducation nationale et eux, ça fait 2. Et du coup, on a travaillé beaucoup là-dessus sur, voilà, peut-être que vous n'êtes pas linguiste, donc vous n'allez pas faire des fiches avec petit 1, petit 3, mais il faudra enregistrer, écouter, il faudra peut-être marcher, il faudra faire des cartes mentales, parce qu'on a repéré ça. Quelle a été leur valeur, qu'est-ce qui les motivait à avancer. Et à partir de là, apprendre à communiquer et voir les différents repères, les différentes valeurs, parce que ce que j'estimais, moi, être obligatoire, les élèves disent « Oh, madame, c'est un peu vieux jeu ». Je dis « Non, c'est pas vieux jeu, c'est quand on est dans le milieu professionnel, on se doit d'être comme ça, comme ça, comme ça ». Et cette communication, elle est passée par différentes étapes. Mais avant la communication, il a fallu apprendre à s'aimer et à être fier de soi pour pouvoir après communiquer. Donc il y a eu tout ça. Et ça continue au fur et à mesure. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas simple de s'aimer soi-même. Et ça, c'est d'ailleurs dans tout ce qui est développement personnel, dans tous les protocoles qui sont mis en place, ça passe par là pour dire la première personne que je dois aimer, c'est moi-même. Une dernière question, Alexandra Virapin. Aujourd'hui, quand tu te regardes toi, qu'est-ce que tu aimes chez toi et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime chez moi, c'est ma gentillesse. Parce que dans le monde, il reste plus trop de gens comme moi. On préfère écraser les autres que aider. Alors que moi, je suis plutôt le contraire. J'aime aider les gens. Mais par contre, c'est... Alors, vous avez choisi la bonne filière. Oui. Merci Marie-Pierre Payette, professeure donc de... Sciences et techniques médico-sociales. Et merci à Alexandra Virapin qui est en SPVL, c'est-à-dire... Service proximité vie locale. D'accord. J'espère vous revoir sur ce plateau-là pour voir un peu, pour faire le point, et puis à la rigueur, pour continuer à parler un petit peu de la filière et de ce que ça apporte, et de voir un petit peu comment les jeunes évoluent. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous. On marque une pause, on se retrouve juste après. C'est quoi un auxiliaire de vie sociale? C'est un métier du service à la personne. En fait, je m'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles en difficulté. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est j'ai pris une petite fille qui se trouve ma cousine. Elle avait 2 mois, sa mère était handicapée aussi, elle ne pouvait plus s'occuper. Je l'avais gardée le temps qu'elle était à l'hôpital et quand elle est sortie, elle était déclarée plus de 80% handicapée.
Donc du coup, elle était restée avec moi 8 mois, la petite. Et après, j'ai pas eu le cœur de la placer dans une famille d'accueil. Donc du coup, je l'ai gardée. Qu'est-ce que doit avoir comme compétence une auxiliaire de vie sociale pour s'occuper des autres? Déjà, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle ait un diplôme, parce que sans diplôme, c'est très difficile. Parce que le métier d'auxiliaire de vie sociale, c'est faire de l'entretien, c'est faire de l'accompagnement, repérer les maladies, les pathologies pour adapter les cuisines. Il faut aussi déplacer les personnes. Donc, si on n'a pas de formation, on ne peut pas faire notre métier correctement. Quelle formation vous avez eue? Auxiliaire de vie sociale à l'IRTS. Pendant combien de temps? Sur 1 an. C'est un diplôme d'État. Et aujourd'hui, quelles personnes dont vous vous occupez, quelles sont leurs pathologies? Je m'occupe d'une personne qui est handicapée, qui est porteur d'handicap. Et je m'occupe aussi d'une personne, elle n'est pas âgée, hein, elle a moins de 60 ans. Et je m'occupe aussi d'une personne qui a 73 ans, qui est porteur d'handicap, qui a eu plusieurs cancers. Et aujourd'hui, il ne parle plus, il a une canule parlante. Et il a plein de problématiques aussi, il a plusieurs maladies, donc il est dépendant. Vous, en tant qu'être humain, comment vous arrivez à garder vos distances, à ne pas prendre toute cette souffrance sur vous, à ne pas en subir les conséquences? Comment fait une auxiliaire de vie sociale justement pour être compétente, performante et efficace et en même temps ne pas porter les souffrances sur elle? Déjà, pour faire ce métier, il faut rester professionnel. Il ne faut pas rentrer dans l'affectif, parce que si on commence à rentrer dans l'affectif, disons que notre intervention ne sera pas une bonne intervention, parce que s'occuper d'une personne et être dans l'affectif, on va prendre sa maladie, nous-mêmes on va pas être bien dans notre tête. Donc il faut rester très professionnel. Il faut repérer les besoins de ces personnes et les accompagner au mieux. Après, pour ce qui concerne ne pas prendre les souffrances aussi, il faut faire quelque chose à côté pour pouvoir évacuer. Moi, j'ai trouvé, au début de mon métier, quand j'ai commencé mon métier, en fait, quand je voyais toute cette souffrance, je commençais à souffrir. Et ensuite, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ce métier et prendre sur moi, parce que je ne pourrais pas continuer éternellement à faire ce métier si je prends toutes ces souffrances. Donc, du coup, moi, j'étais faire une thérapie. Ça m'a beaucoup aidée, une thérapie douce. Et ensuite, je me suis orientée vers le yoga. Et voilà. Donc, ça m'aide à évacuer en faisant du sport, en faisant de la marche et en faisant du yoga. À chaque fois que vous allez vous occuper de ces personnes dont vous êtes responsable, professionnellement parlant, comment vous préparez psychologiquement, comment vous préparez pour être, je dirais, performante et efficace? Disons que pour me préparer psychologiquement, quand je vais travailler, je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais adapter en fonction des besoins aussi, selon les personnes, parce que on ne travaille pas de la même façon avec chaque personne. Il faut s'adapter. C'est très difficile parce qu'on fait plusieurs personnes dans la journée. Donc à chaque fois, il faut vraiment se replacer pour pouvoir aller. C'est pas la même intervention en fait avec chaque personne. Est-ce qu'il y a une part de votre humanité dont vous vous coupez à un moment ou à un autre? Non, pas du tout. On ne peut pas se couper de sa part d'humanité, non. Parce que si on fait ce métier, déjà, il faut être dans le social, il faut être humain, il faut être rempli de compassion. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. Je dirais plus, ce métier, c'est un métier qu'on fait par vocation. On ne peut pas devenir comme ça auxiliaire de vie, c'est pas possible. Mais vous avez également votre vie à vous, vous avez aussi votre famille. Vous arrivez à faire la part des choses? Oui, moi j'arrive à faire la part des choses. Quand je sors de mon boulot, quand je suis dans mon boulot, je suis professionnelle, je suis à fond dans mon boulot. J'accompagne les personnes au mieux, mais quand je coupe, quand je pars chez moi, je laisse tout. Je reprends, quand je reviens le lendemain, je reprends mon métier. Je peux faire une coupure, moi ça me pose absolument pas de problème de faire une coupure entre mon métier et ma vie professionnelle. Ça n'affecte en rien ma vie professionnelle, ma vie personnelle.
Comment, en plus de près de 20 ans de métier, ce que vous faites, votre activité professionnelle, a influé sur l'évolution de votre comportement? Comment ça a évolué? Quand on voit toutes ces souffrances qu'il y a chez toutes ces personnes, tout cet handicap, toutes ces maladies, toute cette souffrance, on ne peut pas rester tel qu'on est. C'est une leçon de vie qu'on nous donne chaque jour en regardant cette personne. Donc forcément, on change, ça influence sur notre comportement. On a un autre regard sur la maladie, on a un autre regard sur les personnes. C'est vrai que dans la vie personnelle, on va faire autrement. C'est pas possible de continuer à être comme on est. Non. Ça change, ça forge un caractère. Face à la souffrance, ça nous aide aussi à prendre du détachement. On est dans la compassion, on va aider au mieux, mais on arrive aussi à se détacher. Qu'est-ce que cette expérience professionnelle vous a apporté, à vous, dans vos valeurs, dans votre façon d'avoir de la compassion, d'être dans l'empathie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous êtes sûr que, voilà, si vous n'avez pas fait ça, vous auriez eu un autre comportement. Mais là, vous êtes dans ce métier-là, ça vous a forcément apporté quelque chose. Oui, ça m'a appris à être vrai. Ça m'a appris à être moi-même. Souvent, quand dans la vie de tous les jours, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on a envie de donner une image parfois qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre personnalité. On change de personnalité. En faisant ce métier, en voyant tout ce qu'on voit, parce que parfois on peut même pas imaginer ce que nous, auxiliaires de vie, on peut voir. Parce qu'en fait, on n'est pas seulement... on nous dit souvent, une auxiliaire de vie, c'est une femme de ménage. On n'est pas une femme de ménage. On fait plus que ça. On est parfois les yeux, les oreilles, les membres de ces personnes, parce que parfois, ces personnes ne peuvent plus rien faire. Ce sont des personnes qui sont gravataires. On fait de l'accompagnement social, les démarches administratives. On essaie de repérer tous les besoins que ces personnes ont pour les appareillages, pour les aider au mieux, pour qu'ils puissent se déplacer dans la maison. On essaie de repérer tous les besoins. Et du coup, je ne vais pas dire qu'on est indispensable, mais c'est vrai que quand on arrive chez ces personnes-là et qu'ils nous attendent avec impatience et qu'on voit le sourire qu'il y a sur leur visage, parfois quand on arrive, ils nous disent on est leur rayon de soleil. Quand on passe un week-end et quand on arrive, ils sont pressés de nous voir parce qu'ils nous racontent tout. Parfois, on est les seules personnes qui passent dans la journée ou même voire toute l'année. C'est des personnes qui sont isolées. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, bien sûr qu'en tant que personne, on réfléchit. On ne veut pas vivre de la même façon. Quand on accomplit certaines choses, on réfléchit. On ne va pas faire comment je dirais, humainement, on ne peut pas faire comme si on faisait semblant. Ça nous change la vie, voir ce genre de personnes faire ce métier, humainement, ça change de beaucoup. En tout cas, moi, c'est un métier qui est noble, que j'aime beaucoup, et je ne me verrai pas aujourd'hui faire un autre métier, parce que un métier, c'est ce qu'on donne à ces personnes. On ne fait pas que donner, on donne, on reçoit. Et c'est ça qui me réconforte, moi, dans la vie, qui m'apporte de la joie, parce qu'on donne, on reçoit autant de ces personnes.